À eux deux, ils ont semé la terreur et sont devenus le cauchemar du Canada. Surnommés Ken et Barbie, ils n'ont pourtant rien d'angélique et ne sont certainement pas de beaux poupons qu'on peut habiller à notre guise. Et au contraire, ils sont dotés de couteaux qui les aiguisent. Désolé, c'est la meilleure rime que j'ai pu trouver. Le 29 juin 1991, c'est l'horreur. On découvre dans des blocs de ciment au Lake Gibson, près de St. Catharines, dans l'Ontario, dissimulé dans des blocs de ciment, un corps démembré. Ce corps, c'est celui de Leslie Mahaffey, une jeune adolescente, belle, sociable, à qui tout souriait. Et le 15 juin 1991, alors qu'elle sort avec des amis, elle disparaît. Et ce qu'elle a subi est pire que tout ce que vous pouvez imaginer. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi, ça va très bien. Merci beaucoup. Je suis Nathalie Cat, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je fais des études de criminologie et chaque semaine, je présente une ADJ, affaire du jour, où je parle d'une affaire inconnue sur le YouTube francophone. Bon, ici, on va faire une petite entracte à la règle, vu que j'ai fait un petit sondage sur mon compte Instagram. D'ailleurs, va le rejoindre, ainsi que mon compte TikTok. Je les mets juste là. Je vous avais demandé si ça vous intéressait que je parle de tueurs en série, inconnus ou connus, et vous avez voté majoritairement oui. Donc voilà. Donc la voici et franchement, j'ai découvert des choses plus que macabres, alors accrochez-vous car ça sera pas facile à entendre. Alors si tu t'intéresses aux faits divers ainsi qu'à l'aspect psychologique qu'il y a derrière, je t'invite à t'abonner. C'est gratuit et ça le restera. Sinon, Poupie viendra te mordre et elle tient ses promesses. Je la connais, personnellement. Mais pour l'heure, je te laisse avec un semi-générique. Disney. S'il y en a bien une qui est fan de cet univers, c'est bien Carla. Et c'est pour ça que son mariage ressemble à s'y méprendre à une parade de Disneyland. Paul a 5 ans de plus qu'elle, a 26 ans, et elle voulait un mariage de princesse. Il y avait une calèche, une robe de bal avec des manches bouffantes de princesse. Pour ceux qui étaient présents, c'était le mariage de rêve. Un couple de rêve, un vrai Ken et une vraie Barbie. Mais leur histoire n'avait rien d'un conte de fées, car il faut se méfier des apparences. Carla Lynn Homolka, également connue sous le nom de Carla Lynn Thiel, est Lynn Bordelais, et je t'assure qu'elle n'est pas bordelaise, est née le 4 mai 1970 à Port Credit, en Ontario, au Canada. Carla a une enfance tout à fait normale dans une famille de classe moyenne supérieure avec un père et une mère dont le mariage est solide. Elle a grandi dans une petite ville et son père vendait des lampes au marché aux puces et sa mère était assistante administrative dans un hôpital de St. Catharines. Carla Lynn Homolka était la plus âgée des enfants de Karel et de Dorothy Homolka. Elle a une sœur qui est née en 1971 et une petite sœur dont on parlera malheureusement par la suite, qui s'appelle Tammy et qui est née en 1975. La famille est très appréciée de la communauté et Carla avait ce qu'on appelle une famille solide. Ce n'était pas une enfant solitaire, elle était vive, blonde aux yeux bleus, adorait jouer à la Barbie et n'était pas du tout timide. Ce n'était pas du tout la représentation qu'on se faisait d'un psychopathe solitaire, asociale, etc. Elle était naturellement brillante et c'était la jeune fille typique vivant dans une petite ville canadienne populaire, blonde, qui attirait beaucoup les garçons. Mais à l'adolescence, elle commence à changer de comportement, à être plus obscure, s'intéresser à l'occulte, au Ouija, commence à être fascinée par la mort, à s'habiller en noir, bon après je vois pas trop d'inconvénients à cela, et elle s'intéresse également à la magie. Une de ses amies par exemple a dû enterrer son animal de compagnie qui était mort et Carla a voulu le déterrer. Elle insistait pour prendre son cadavre. Pour vous dire, elle était vraiment fascinée par la mort. La famille vivait à St. Catharines, dans l'Ontario, et Carla Homolka a commencé à travailler à temps partiel dans une animalerie alors qu'elle fréquentait l'école secondaire Sir Winston Churchill. Après avoir obtenu son diplôme en 1988, elle est
embauchée par la Thorold Veterinary Clinic pour travailler comme assistante vétérinaire. Plus tard, elle prend un travail similaire à la Martindale Animal Clinic où elle va voler des médicaments qui seraient utilisés pendant ses crimes. Et d'ailleurs, quand elle commence à travailler là, elle rencontre l'amour de sa vie. Et là, c'est l'amour au premier regard, le love at first sight. Karla Homolka rencontre Paul Bernardo dans un restaurant de Scarborough le 17 octobre 1987, alors qu'ils assistaient tous les deux à un congrès à Toronto. Elle a 17 ans et il a alors 23 ans. Bernardo demande la main de Karla le 24 décembre. L'âge de la majorité en Ontario est de 18 ans et à l'époque, l'âge du consentement au Canada était de 14 ans. Mais revenons à cette rencontre. Alors qu'elle prend un café dans le salon de l'hôtel, la jeune Karla de 17 ans est accostée par un jeune stagiaire comptable de 23 ans, Paul Bernardo. L'année où ils se rencontrent, la ville va connaître une vague de viols brutaux. Une attraction très forte va se créer entre les deux jeunes gens. Il faut savoir que Karla faisait partie d'un groupe de filles qui souhaitaient absolument se marier à un homme riche, un peu plus âgé, donc cette rencontre tombait à pic. Elle tombe amoureuse de cet homme qui lui paraissait fort. Toujours dans le contrôle, il devient rapidement son obsession. Les deux jeunes gens deviennent alors un cocktail mortel et explosif. Paul Bernardo est né le 27 août 1964 à Scarborough, Ontario, Canada. Il est le fils aîné de Kenneth et Marilyn Bernardo et on ne sait pas grand-chose de sa jeunesse et de son éducation, car les crimes de Bernardo et la couverture médiatique ultérieure se sont principalement concentrés sur ses activités criminelles. Mais on sait néanmoins que ses parents dormaient dans des chambres séparées. Même si la famille était dans la tourmente, Paul avait l'air de donner le change, il avait fait les scouts, était athlétique, beau, attirait toutes les filles qu'il voulait. Il n'était pas du tout timide. À l'âge de 16 ans, sa mère va pourtant lui dire un terrible secret qui changera sa vie à jamais. Elle lui dit que son père n'était pas son père et qu'elle l'avait conçu avec un petit ami de passage. Et ça va bouleverser à jamais Bernardo. Ça fait penser un petit peu à Ted Bundy. Bernardo a grandi dans une famille de classe moyenne et a fréquenté le Sir Wilfrid Laurier Collegiate Institute à Scarborough pour ses études secondaires. Il affiche selon les témoignages un comportement dérangeant pendant sa jeunesse, y compris un intérêt pour le voyeurisme et les actes de cruauté envers les animaux. Plus tard, il prend l'habitude de battre et d'humilier ses copines pendant l'acte sexuel. Il commence à détester sa mère et son beau-père alors qu'il partageait quelque chose avec ce dernier, c'est-à-dire le fait de stalker les fenêtres des voisins. C'est très malsain et c'est pour ça que les autres parents ne laissaient pas leurs enfants jouer avec lui. Marilyn retrouve, quand son fils a 6 ans, ses sœurs de sang et commence à leur rendre visite, laissant ses enfants seuls à la maison. Elle est dépressive, cherche à fuir son mari abusif, qui abuse d'ailleurs sexuellement de leur fille, et donc Marilyn va laisser ses enfants sans surveillance. À l'âge de 10 ans, Paul se lie d'amitié avec 2 garçons du quartier, Van et Steve, qui sont scouts tout comme lui, et Paul reçoit d'ailleurs le prix du chef scout. C'est là qu'il apprend à allumer des feux, en utilisant des loupes et des brindilles. Ça fait penser à la fameuse triade McDonald's, pour les psychopathes, c'est-à-dire la fascination pour le feu, l'énurésie tardive et la cruauté envers les animaux. En tout cas, il remplissait 2 des critères. Alors qu'il a 12 ans, il commence à travailler dans le restaurant d'un ami de son père. À l'école, ses résultats sont plutôt bons, mais ses parents ne pensent pas qu'il pourra aller assez loin et ils le poussent au contraire à poursuivre son job au restaurant. Le 15 juin 1980, donc la même année où sa mère lui avoue le terrible secret de sa naissance, drôle, c'est un jour avant mon anniversaire, mais c'est pas la même année, Paul Bernardo rencontre celle qui sera son premier amour. Elle s'appelle Nadine Brammer. C'est une jolie blonde avec qui il aura sa première relation sexuelle. Mais la jeune fille le quitte rapidement au printemps de l'année suivante, car pour elle, Paul se montre trop contrôlant et trop protecteur. Il l'étouffe, en un mot, et elle préfère se tourner vers son ami Steve. Paul est furieux. Il met le feu à toutes les affaires que la jeune fille a pu lui offrir. Et c'est à la même période que sa mère lui révèle qu'il est le fruit d'une aventure. Donc c'est là où Paul Bernardo va vraiment péter un plomb. Il va considérer sa mère comme une sale
peu. Alors, le mot qui commence par sale et qui finit par PE. De son côté, elle l'appelle le bâtard, sympa la famille, et l'année suivante, il sort diplômé de la Sir Wilfrid Laurier High School et se met à fréquenter les bars dans lesquels il drague les filles. Il leur ment sciemment afin de coucher avec elles. À 19 ans, il s'inscrit à l'université de Toronto et fait part à son ami Van, donc l'ami qui lui reste du coup, de ses fantasmes à propos d'une ferme et des femmes. Alors, si vous ne voyez pas le rapport, apparemment Paul voit le rapport entre les fermes et les femmes, vu que son fantasme c'est de stocker des femmes dans une ferme afin de les avoir à disposition pour leur faire l'amour. En gros, des esclaves sexuels quoi. Il rencontre beaucoup de femmes, a des relations avec elles qui sont très éphémères car elles ne durent pas au-delà d'un mois. Si l'une des femmes cherche à raconter ce qu'il leur a fait subir, il la menace de mort. Tout comme son père le faisait avec sa mère, Paul se montre en effet abusif avec ses conquêtes. À la même période, le père de Paul, Kenneth, est arrêté pour voyeurisme ainsi que pour avoir caressé une jeune fille. Il est accusé d'abus sexuels sur mineurs. Lors de l'été 1986, Paul Bernardo écope d'une ordonnance par le tribunal pour avoir émis des appels obscènes envers l'ex-petite amie de son copain Van. Il ressort diplômé en commerce de l'université et accepte un emploi de comptable junior chez Price Waterhouse à Toronto. Il commence à entretenir une liaison avec une certaine Suzy alors qu'il était déjà en couple avec Carol, une amie. Les deux finissent par découvrir l'existence de l'autre, mais Paul est tellement contrôlant qu'elle reste avec lui. Je sais pas si vous vous rendez compte déjà de la personnalité de Paul qui était vraiment violente et contrôle fric. Finalement, quelques semaines plus tard, Carol prend une ordonnance restrictive contre lui, ainsi que pour les appels téléphoniques obscènes. Il rencontre en 1987 Jennifer Thompson, qui menace ensuite de déposer plainte contre lui. Paul Bernardo décide donc de couper les ponts avec beaucoup de femmes, par peur de se faire prendre pour ses mauvais agissements. Le 4 mai 1987, Bernardo commet son premier viol à l'arrêt d'un bus. Et 10 jours plus tard, il réitère la chose devant la maison de sa victime, une jeune fille de 19 ans. Puis il enchaîne une série de viols, toujours à un arrêt de bus le 27 juillet. Et c'est en octobre qu'il rencontrera Carla, la fille de Karel et Dorothy Homolka, et Debbie Purdy à l'hôtel Howard Johnson. Et d'ailleurs, la nuit où ils se rencontrent, ils ont des relations sexuelles ensemble devant leurs amis gênés. La ville de Scarborough tremble depuis le printemps 1987. Et si elle tremble comme une feuille en automne, c'est qu'une vague d'agressions sexuelles a lieu, une vague qui horrifie même la police de la ville. Les victimes sont des adolescentes ou des jeunes femmes isolées et elles sont attaquées à leur domicile avec une brutalité rare. L'agresseur est maintenant surnommé le violeur insaisissable, tant il échappe à la vigilance des forces de l'ordre. Les habitants sont terrifiés et tout le monde tente tant bien que mal d'être sur ses gardes, tant les attaques s'intensifient de mai à décembre. 6 agressions et de mai à avril 1988, 8 agressions et la violence s'intensifie aussi. Il insérait par exemple, attention, les détails sont graphiques, il insérait par exemple des bâtons et des pierres dans la femme agressée et le violeur va garder certaines des affaires des victimes telles des trophées. Jusqu'en 1990, le nombre d'agressions augmente et la police craint que l'homme, encore anonyme, n'en vienne au meurtre, vu que l'agresseur se sentirait de plus en plus au-dessus de la loi, vu qu'il leur échappait. Paul est un jeune homme très sociable qui a confiance en lui. C'est aussi vraiment l'homme dont Carla a toujours rêvé, plus âgé, grand, blond, beau, elle l'appelait même mon prince, et par-dessus le marché, il a une voiture, un travail, mais attention, les apparences sont trompeuses. J'ai dit que Paul avait un goût prononcé pour la violence extrême pendant l'acte sexuel, et que pour ça, beaucoup de ses petites amies l'avaient rejeté. Mais Carla va l'accepter tel qu'il est et plus encore, elle devient aussi déviante que lui. Elle lui écrit même dans des lettres « Fais ce que tu veux de moi, je ferai n'importe quoi pour toi ». Et c'est malheureusement très prophétique. Elle a rapidement fait écho à Paul et à ses noirs désirs.
Peu à peu cependant, il commence à lui dire quoi porter, comment coiffer ses cheveux, quoi manger, quelles opinions avoir. Il la traite de grosse et de laide, donc il la rabaisse pour mieux la manipuler. Et quand il apprend qu'elle n'était pas vierge à leur rencontre, il est furieux. Mais il reste quand même avec elle parce que il est quand même amoureux. Enfin, il l'aime à sa façon. En 1990, Paul passe beaucoup de temps avec sa copine, qui est maintenant sa fiancée. Il passe également beaucoup de temps avec sa belle famille, mais rapidement, il va y avoir un problème. Paul, qui est attiré par les jeunes filles vierges, n'a pas une femme vierge sous la main. Donc il va passer beaucoup de temps, mais vraiment énormément de temps, avec la petite sœur de Carla, Tammy, qui a 15 ans et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Carla. Un petit peu comme si c'était des jumelles, mais pas du même âge. Tammy aime beaucoup Paul, elle le voit comme un beau grand frère qu'elle idéalise et Paul commence donc à nourrir de très sombres pensées à l'égard de la jeune fille et commence à presser Carla pour qu'il ait des relations avec Tammy. Et 6 mois avant leur mariage, Carl cède enfin. Elle décide d'offrir la virginité de sa sœur pour Noël. Oui, je sais, c'est horrible. Donc ce macabre cadeau va être facilité par le fait que, en 1990, Bernardo passait énormément de temps avec la famille Homolka, car la famille l'aimait bien, mine de rien. Il était fiancé à la fille aînée et même s'il était fiancé à Carla, il flirtait constamment avec la plus jeune et les parents ne semblaient pas l'avoir remarqué. Il leur dit par exemple qu'il avait perdu son emploi de comptable, mais en fait il faisait de la contrebande de cigarettes à travers la frontière américano-canadienne voisine. Il était devenu obsédé par Tammy. Tellement obsédé qu'il jetait un coup d'œil par la fenêtre de sa chambre et entrait dans celle-ci pour se masturber pendant qu'elle dormait. Carla, qui n'est pas du tout jalouse et soutient les déviances de son futur mari, l'aide même en brisant les stores de la fenêtre de sa sœur pour permettre l'accès de Bernardo. En juillet, Bernardo emmène Tammy de l'autre côté de la frontière pour aller chercher de la bière pour une fête. Bon, la fille a juste 15 ans, le mec ne voit pas du tout l'inconvénient. Là-bas, Bernardo dit plus tard à sa fiancée qu'ils s'étaient saoulés et qu'ils avaient commencé à s'embrasser. Selon le témoignage de Bernardo lors de son procès, le 24 juillet 1990, Carla Homolka a mélangé de la sauce spaghetti avec du Valium écrasé qu'elle avait volé à son employeur, vous vous rappelez, à la Martindale Animal Clinic. Elle a servi le dîner à sa sœur qui a rapidement perdu connaissance. Et c'est là que Bernardo commence à violer Tammy pendant que Carla regardait. Donc c'était avec de l'agent anesthésique Alotane de la clinique. Et selon une autre source, c'était dans un cocktail au rhum et au lait de poule qu'ils ont drogué en fait sa petite sœur. Après que Tammy soit tombée dans l'inconscience, Homolka et Bernardo l'ont déshabillée et Carla a appliqué un chiffon imbibé d'Alotane sur le nez et la bouche de sa sœur. Alors que les parents dormaient à l'étage, les trois ont commencé à boire de l'alcool et Tammy s'est évanouie. Et c'est là que le pire va se produire. Le couple se filme alors qu'il viole Tammy au sous-sol. Tammy commence à vomir et elle retombe inconsciente. Le couple, paniqué, tente de la réanimer et appelle ensuite le 911. Mais pas avant d'avoir caché et dissimulé des preuves. Habiller Tammy et l'avoir déplacée dans sa chambre au sous-sol. Quelques heures plus tard, Tammy Homolka est déclarée morte à l'hôpital général de St. Catharines sans avoir repris connaissance. Et malgré le comportement du couple, c'est-à-dire passer l'aspirateur et laver le linge au beau milieu de la nuit, et malgré la présence d'une brûlure chimique sur le visage de Tammy, le médecin légiste régional de Niagara et la famille d'Homolka ont accepté la version des événements du couple, c'est-à-dire que tout était un accident. Et la cause officielle de la mort de Tammy Homolka est donc accidentelle. Elle s'est étouffée avec son vomi après avoir consommé de l'alcool. Le couple s'est ensuite filmé avec Carla portant les vêtements de Tammy et se faisant passer pour elle, en prenant ses mimiques et en jouant son rôle en fait. Ils ont également quitté la maison Homolka pour s'installer dans un bungalow loué à Port Dalhousie, un quartier de St. Catharines, une ville tranquille, afin de laisser ses parents faire face à leur chagrin. Et ce n'était que le début des jeux déviants du couple. Et une autre jeune fille va malheureusement en pâtir.
Alors que les parents pleuraient encore la mort de leur petite amie, Paul et Carla préparent leur mariage de rêve qui aurait lieu en juin, comme si de rien n'était. Carla commence à être en colère car ses parents, selon elle, ne faisaient pas assez vite le deuil de sa sœur. Elle écrit même à une amie qu'elle aurait préféré qu'ils arrêtent de pleurer pour reporter toute leur attention sur elle et son mariage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est sordide. Le 29 juin 1991, c'est le grand jour. Si les témoins ne voient qu'un beau couple souriant, personne ne se doute une seule seconde de leur noir dessein. Tôt le matin du 15 juin 1991, Bernardo fait un détour par Burlington, à mi-chemin entre Toronto et St. Catharines, pour voler des plaques d'immatriculation. Et c'est là qu'il tombe sur Leslie Mahaffey. La jeune fille de 14 ans avait manqué le couvre-feu après avoir assisté à des funérailles. Et elle avait été enfermée à l'extérieur de sa maison et n'avait pu trouver personne avec qui elle pouvait passer la nuit. C'est alors que Bernardo quitte sa voiture et observe sa victime, tel un prédateur. Bernardo s'approche d'elle et lui dit qu'il cherchait à entrer par effraction dans la maison d'un voisin. Quoi de plus naturel? Imperturbable, elle lui demande s'il avait des cigarettes. Alors que Bernardo la conduisait à sa voiture, il lui bande les yeux et la force à monter dans le véhicule. Il la conduit à Port Dalhousie, où il informe Homolka, qui dormait à ce moment-là, qu'ils avaient un camarade de jeu. Carla s'énerve, non pas parce qu'il venait d'enlever une jeune fille, mais parce qu'il partageait une flûte de champagne avec Leslie, et c'était un verre destiné à leur mariage. Bernardo et Homolka se sont ensuite filmés en train de torturer et d'abuser sexuellement de Mahaffey, tout en écoutant Bob Marley et David Bowie. Les abus vont durer 36 heures, abus durant lesquels Paul dit à Leslie de dire des phrases dégradantes, humiliante afin de rester performant, si vous voyez ce que je veux dire. À un moment donné, Bernardo a même dit « Tu fais du bon travail, Leslie, un sacré bon travail. » Puis il ajoute « Les 2 prochaines heures vont déterminer ce que je vais te faire. En ce moment, t'as un score parfait. » Sur un autre segment de bande de la vidéo, diffusé lors du procès de Bernardo, l'agression s'est intensifiée. Mahaffey hurle de douleur et supplie Bernardo de s'arrêter. Dans la description de la scène par Crown, il l'a, alors désolé c'est hyper graphique, il l'a sodomisé alors que ses mains étaient liées avec de la ficelle. Plus tard, Mahaffey dit à Bernardo que son bandeau semblait glisser, ce qui va malheureusement entraîner sa mort car elle serait en mesure d'identifier ses 2 bourreaux si elle était autorisée par eux à vivre. Le lendemain, selon Bernardo, Homolka lui a donné une dose mortelle d'Alcion. Homolka a affirmé qu'au lieu de cela, Bernardo l'avait étranglé. Le couple a mis son corps dans le sous-sol et le lendemain, la famille de Carla a dîné à la maison alors que le corps était encore à la cave. Alors imaginez-vous une seule seconde la scène, elle allait chercher de la nourriture dans la cave pendant que ses parents l'attendaient autour d'un bon plat. Véridique. Après le départ des Homolka et de leur fille restante, Laurie, Bernardo et Homolka ont décidé que la meilleure façon de disposer des preuves serait de démembrer Leslie Mahaffey et d'enfermer chaque pièce dans du ciment afin de les dissimuler. Bernardo achète donc une douzaine de sacs de ciment dans une quincaillerie le lendemain. Il a conservé les reçus, ce qui se révélerait préjudiciable à son procès par la suite. Bernardo utilise la scie circulaire de son grand-père pour découper le corps. Bernardo et Homolka ont ensuite fait de nombreux voyages pour déverser les blocs de ciment dans le lac de Gibson, à 18 km au sud du port Dalhousie. Au moins un des blocs pesait 90 kg, donc ce qui fait 200 livres. Et vu que c'était lourd, ça a pu couler dans le lac. Mais vu que c'était lourd, malheureusement et heureusement, c'est ce bloc-là qui a été découvert par un père et son fils lors de leur expédition de pêche le 29 juin 1991. Le fameux. L'appareil orthodontique de Leslie Mahaffey s'est avéré déterminant pour l'identifier par la suite. Après l'horreur, le viol, la torture et le démembrement, le couple cherche une autre victime. Kristen est une jeune fille sportive, remarquable, belle, avec beaucoup d'humour. Elle est aussi très prudente. En effet, après la mort de Leslie, elle disait à ses amis de ne pas parler avec des étrangers. Attention, c'était toujours la voix de la raison dans ses groupes d'amis. Mais cette fois, le couple Bernardo et Homolka vont agir à 2.
Dans l'après-midi du 16 avril 1992, Bernardo et Homolka traversaient St. Catharines en voiture pour chercher des victimes potentielles. C'était après les heures d'école, la veille du vendredi saint, et les étudiants rentraient toujours chez eux, mais dans l'ensemble, les rues étaient désertes. Alors qu'ils passaient devant l'école secondaire Holy Cross, une école secondaire catholique principale du nord de la ville, ils aperçoivent Kristen French, une étudiante de 15 ans, qui marche rapidement vers son domicile. Kristen rentre de l'école et Carla va prétendre être perdue en lisant une carte. Kristen, voyant une jeune femme dans le besoin, va venir naturellement vers elle. Après tout, elle se dit que ce n'est pas un homme, il n'y a pas de danger, il n'y a pas mort d'homme. Sans jeu de mots. Alors qu'elle lui donnait des indications, Carla va menacer Kristen avec un couteau et pousser la pauvre jeune fille sur le siège arrière, et les deux meurtriers se précipitent avec elle vers la maison de la mort. Ils la garderont en tout 3 jours et vont la filmer pendant leurs sombres agissements en la faisant boire énormément d'alcool. Pendant son calvaire, Kristen a quand même une brillante idée, celle de demander de la nourriture d'un magasin le plus éloigné de St. Catharines pour que Paul soit absent pendant au moins une demi-heure. Comme ça, elle pourrait parler à Carla pour la convaincre de la laisser partir en vie. Lors du procès de Bernardo, le procureur de la couronne Ray Houlihan a déclaré que Bernardo avait toujours eu l'intention de la tuer parce qu'elle n'avait jamais les yeux bandés et du coup qu'elle était capable d'identifier ses ravisseurs. Donc il avait déjà pour projet de s'en débarrasser. Alors que Bernardo sort acheter une pizza le 18 avril, il repère Kerry Patrick qui l'avait traqué le mois précédent. Donc il traquait ses victimes vraiment en amont. Tel était son mode opératoire. Son rapport au NPR a été mal géré par la police, comme l'a noté le juge Archie Campbell dans son enquête de 1995 sur l'enquête policière sur les crimes de Bernardo, annulant ainsi toute chance pour que Kristen French soit découverte dans la maison de Bernardo. Le lendemain, le couple assassine French avant de se rendre chez les Homolka pour le dîner de Pâques. Alors, chez Paul et Carla, il y a toujours une occasion de manger après leur crime. Rien ne vaut la famille pour eux. Homolka témoigne lors de son procès que Bernardo a étranglé French pendant exactement 7 minutes. C'est long, pendant qu'elle le regardait. Bernardo a déclaré qu'Homolka l'avait battue avec un maillet en caoutchouc parce qu'elle avait tenté de s'échapper, et French a fini par être étranglée avec un nœud coulant attaché à un coffre. Immédiatement après, Homolka est allée se coiffer. Le corps nu de French fut retrouvé dans un fossé le 30 avril 1992 à Burlington, à environ 45 minutes de St. Catharines et à une courte distance du cimetière où Leslie Mahaffey est enterrée. Elle avait été lavée et ses cheveux avaient été coupés. On pense à l'origine que les cheveux ont été enlevés comme trophée, mais Homolka a témoigné que les cheveux avaient été coupés afin d'empêcher l'identification. Après le meurtre de Kristen, la relation entre notre Ken et Barbie diabolique commence à se briser. Paul est abusif avec Carla, il la bat et ironiquement, cela va sonner le début de la fin de cette folie meurtrière à deux, car Carla ne va pas tarder à prévenir les autorités et porter plainte contre lui. Oui, vous avez bien entendu. Paul avait par exemple battu Homolka avec une lampe de poche sur les membres, la tête et le visage. Affirmant qu'elle avait eu un accident de voiture, Homolka, gravement meurtrie, était retournée au travail le 4 janvier 1993. Ses collègues sceptiques avaient appelé les parents d'Homolka et les parents l'ont donc prise avec eux chez eux en supposant qu'il l'a sauvée de Paul. Il l'emmène à l'hôpital général de St. Catharines où elle affirme être une épouse battue. Elle dépose des accusations contre Bernardo. Il est arrêté mais relâché plus tard sous son propre engagement. Et c'est là qu'Homolka emménage chez ses parents à Brampton. Et c'est ainsi que l'on va même jusqu'à prélever l'ADN de Paul et faire le parallèle entre les viols de Scarborough et lui. Et bien sûr, cela va matcher et Paul se fera arrêter. Paul ne restera pas silencieux et il va avouer les viols. La Metro Toronto Sexual Assault Squad ont interrogé Homolka le 9 février 1993 au sujet des soupçons qui pesaient sur Bernardo, mais Homolka se concentre sur les abus qu'il y a eu envers elle. Plus tard dans la nuit, elle dit à sa tante et son oncle que son mari était le voleur de Scarborough et qu'il s'était impliqué dans les viols et les meurtres de Leslie Mahaffey et de Kristen French, et que les avait été enregistré sur bande vidéo. Les enquêteurs, quant à eux, réouvrent l'enquête sur la mort de Tammy Homolka.
Enfin, on offre un marché à Carla. Elle témoignera contre son mari au procès et écopera juste de, asseyez-vous, de 12 ans de prison. Car elle aussi prétend être la victime de son mari et une femme battue. Mais les vidéos qui seront visionnées vont montrer une implication dans la torture, le vol et les meurtres. Ça montrera un tout autre visage de Carla. Surtout quand, sur les bandes vidéo, elle s'habille comme Tammy, sa sœur, après sa mort, devant la caméra en l'imitant. Elle n'était donc pas spectatrice impuissante, mais complètement complice. Elle plaidera coupable pour l'homicide involontaire, asseyez-vous bien, de sa sœur et pour les meurtres des autres filles. Mais elle n'écopera que de 12 ans. Donc 5 pour Kristen, 5 autres pour Leslie et 2 pour Tammy. Et c'est tout. Les vidéos seront retrouvées dans la maison de Port Dalhousie, dans un luminaire, et l'audio et les enregistrements de la mort de French et Mahaffey diffusés au tribunal sont une véritable épreuve et vont provoquer une tempête médiatique. Les citoyens vont même créer un slogan avec « Pourri en enfer, Carla ». Des critiques publiques massives sont lancées contre la police et parlent de pacte avec le diable car ils ont fait un pacte avec Homolka pour lui donner en fin de compte que 12 ans de prison alors qu'elle était, je cite, tout autant psychopathe que Paul. En 1995, un jury déclare Bernardo coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, d'enlèvement, de séquestration et d'agression sexuelle grave, et d'un chef d'outrage à un corps humain. Il avoue avoir violé et drogué à mort sa belle-sœur de 15 ans et 32 autres crimes liés au viol, y compris des agressions sexuelles, des vols contre 14 jeunes femmes de Scarborough. Il fut condamné à la prison à vie, mais avec une période sans libération conditionnelle de 25 ans. Homolka fut jugé le 28 juin 1993, bien que l'interdiction de publication imposée par le tribunal ait limité les détails rendus publics qui ont été exclus à la procédure. En juillet 2005, Homolka quitte la prison après avoir purgé seulement 12 ans et elle a fini par épouser le frère de son avocat et avoir 3 enfants. Selon la page Facebook Watching Carla Homolka, elle vivait à Châteauguay, au Québec, au Canada, où elle faisait du bénévolat à l'école locale. Et à ce moment-là, elle avait changé de nom, elle s'appelait Lynn Till. Et il se trouve que les habitants de la ville, surtout les parents d'élèves, se plaignaient de ce bénévolat cette école primaire dans laquelle elle était intervenante accompagnée de son chien parce que c'était une ancienne criminelle. Mais son mari dit, je cite, « Si ça vous dérange, vous n'avez qu'à déménager ». Bon, Bernardo, alias Paul Jason Till, est incarcéré à la prison à sécurité maximale de Millhaven à Ontario, où en 2018, il aurait été retrouvé avec un couteau fabriqué en prison. Et dans un reportage télévisé canadien sur sa comparution devant le tribunal, pour une accusation abandonnée par la suite de possession d'une arme dangereuse pour commettre une infraction, dans ce reportage, on dit que Bernardo souriait et riait sur le banc des accusés. Lorsque le juge Patrick Lesage condamne Bernardo en 1995, il dit au tueur sexuel « Vous n'aurez jamais le droit d'être libéré ». Mais en vertu de la loi canadienne, Bernardo est déjà admissible à la semi-liberté. Lors d'une audience de la Commission de libération conditionnelle du Canada en 2018, le National Post du Canada a rapporté que Bernardo affirmait avoir découvert et confronté les raisons psychologiques de ces atrocités sexuelles sadiques. Il a blâmé la faible estime de soi, le stress, l'alcool et les distorsions cognitives. Il est aujourd'hui âgé d'une 50aine d'années et il a fait sa première demande de libération conditionnelle. Finalement, Carla fut libérée en 2005 et Paul Bernardo a pu demander sa liberté conditionnelle en 2019, chose qui lui a été refusée pour des raisons évidentes. Je me suis posé cette question en faisant des recherches sur cette affaire. Est-ce que Bernardo aurait pu tuer sans Carla Homolka? Parce que finalement, c'est à partir de son apparition dans sa vie qu'il a pu, entre guillemets, passer à l'acte. Et le parallèle a été très simple entre cette affaire et une autre affaire. L'affaire Fourniret, d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur ce sujet, vu qu'on est dans le thème tueur en série, couple de tueurs en série. Car finalement, si Monique Olivier n'avait pas rencontré son mari, il n'aurait peut-être pas tué. À son procès d'ailleurs, elle présente une tendance à la victimisation en disant « Si j'avais une personnalité forte, j'aurais fait comme toutes les femmes de Michel Fourniret. Je l'aurais quitté. » Elle rejette donc totalement la responsabilité sur son mari, ou ex-mari plutôt.
Mais le cas de Carla est tout autre, car elle va offrir sa propre sœur à son mari. Il a commencé à tuer après avoir abusé de la petite sœur de Carla. C'est comme si Carla lui avait finalement donné, entre guillemets, le courage de passer à l'acte et donné l'impulsion pour tuer. Avant sa rencontre, il violait seulement, c'est très grave déjà, mais il ne tuait pas. Mais là, il va tout faire, les viols, la torture et le meurtre avec l'assentiment de Carla. Alors Carla n'a pas un profil banal de tueuse en série, comme on peut l'apprendre dans mes études, car selon Nicolas Combalbert, dans la très grande majorité des cas, on repère dans l'enfance des tueurs en série l'abandon, les négligences, les maltraitances physiques, psychologiques et ou sexuelles, et beaucoup sont des enfants non désirés, du style enfant de prostituée, fruit d'un viol, d'une aventure extra-conjugale, comme c'est le cas de Paul, ont des mères très jeunes. Ils ont connu de nombreux placements en foyer et en famille d'accueil, comme c'est le cas de Émile Louis ou de Guy Georges. Et les tueurs en série ont également connu énormément de déménagements durant leur enfance, donc beaucoup d'instabilité, ce qui les a menés à avoir énormément d'instabilité dans leur relation avec leur père. Enfin, leur père PAIRS. Et cela ne correspond en rien à Carla, du moins par rapport au point biographique qu'on en a, étant donné qu'on ne connaîtra jamais toute sa vie dans son entièreté. Elle n'a pas été confrontée très tôt dans l'enfance à la violence intrafamiliale, par exemple les humiliations, la torture, les abus sexuels, et elle n'a pas subi de traumatisme grave, ni la présence d'une mère dominatrice ou l'absence d'un père, comme c'est le cas pour énormément de tueurs en série. Enfant, le tueur en série est plutôt replié sur lui-même et nourrit une hostilité envers les autres, multiplie les actes délictueux, mais on voit que Carla était plutôt populaire, était entourée, bon, à part sa petite phase obscure où elle s'intéressait à l'occulte et où elle s'habillait en noir, mais bon, c'est tout. On peut se demander si Carla n'a pas nourri des fantasmes obscurs pendant l'adolescence, justement, et si Paul n'est pas devenu un moyen de réaliser ses fantasmes. Je pense qu'il a été la main et elle a été le bras droit. Les tueurs en série alimentent aussi des fantasmes sexuels, sadiques, parfois associés à des actes de travestissement, de voyeurisme, un petit peu comme Paul dans son enfance, comme son beau-père, d'exhibitionnisme, etc. Et il est fréquent qu'ils visionnent des vidéos pornographiques sur internet. Bon là ici c'est Paul et Carla qui créent leurs propres vidéos macabres. Très tôt, les scénarios sexuels sadiques sont élaborés psychiquement, donc violence sexuelle, fantasmes de mutilation et de torture, et avant même de commettre les meurtres, la victime est déshumanisée, dépersonnalisée. Elle n'a comme fonction que de satisfaire ce fantasme sexuel. Le passage à l'acte ne pourra pas être évité parce qu'il n'y a pas de morale qui vient faire barrage à la pulsion sadique. Et je pense qu'en fait, Carla a joué ce rôle. C'est-à-dire qu'elle a joué le rôle de celle qui bouscule les barrières et qui repousse les limites de l'horreur. Grâce à elle, entre guillemets, Paul a pu totalement réaliser ses fantasmes sans culpabilité. Enfin, afin de décortiquer les crimes du couple, pour Schlesinger, en 2000, on retrouve 3 principales composantes psychologiques de base dans les homicides en série. 1, le sadisme sexuel, 2, le fantasme intense, et 3, la contrainte d'agir sous ce fantasme, ou pulsion meurtrière. Et l'intensité de chaque composante, par contre, peut varier d'un criminel à un autre. Ici, on a bien évidemment le sadisme sexuel qui est défini comme l'excitation sexuelle, la satisfaction, le désir ou le plaisir retiré de la souffrance physique et psychologique infligée à l'autre. Humiliation, domination, contrôle, c'est exactement ce qu'on a ici malheureusement dans la dégradation et la déshumanisation des victimes de Paul et de Carla. L'objectif visé par le tueur en série est d'atteindre l'orgasme à travers l'expérience de souffrance imposée à sa victime. Pour y accéder, il peut avoir recours à diverses techniques, ça peut être des coups, des brûlures, des mutilations. Ici, malheureusement, la sodomisation en attachant ses victimes et en leur faisant dire des choses dégradantes pour elles-mêmes. Le parallèle avec le couple Rosemary et Fred West est vraiment flagrant aussi. Frederick et Rosemary West, couple de tueurs en série britanniques, ont tué plus d'une dizaine de jeunes femmes entre 1971 et 1994 après leur avoir imposé des sévices sexuels. Les corps ont été retrouvés démembrés et décapités et au cours du procès, plusieurs témoins, dont la fille de Frederick et Rosemary West, ont évoqué les violences physiques et sexuelles qui leur ont été imposées par le couple. Rosemary West présentait des déviances sexuelles et était active au cours des passages à l'acte. Donc,
c'est exactement comme Carla. Elle n'était pas quelqu'un de passif, elle aidait au contraire son compagnon à l'acte déviant. On peut aussi penser que Carla était peut-être hybristophile car elle était au courant des crimes de Paul. Alors qu'est-ce que l'hybristophilie? Du grec hybrisein, commettre un outrage contre quelqu'un, et philein, donc qui aime. C'est une paraphilie, donc c'est-à-dire une déviance dans laquelle un individu est sexuellement attiré par d'autres ayant commis un crime. Donc viol, meurtre, et dans la culture populaire, ce phénomène est connu sous le nom de syndrome de Bonnie and Clyde. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si on peut faire le parallèle entre Carla et Monique Olivier ou Rosemary West. Et dites-moi si vous pensez aussi comme moi que Paul ne serait jamais arrivé au meurtre sans Carla et qu'elle avait une pleine responsabilité dans ces meurtres et qu'elle méritait plus d'années de prison que finalement 12 ans. Qui est quand même beaucoup, mais peu par rapport à l'ampleur de ce qu'elle a fait, surtout qu'elle a commis un crime envers sa sœur, elle a carrément donné sa sœur à un criminel pour qu'il la viole. Je trouve ça atroce et horrible, impensable. Je n'ai jamais vu ça et c'était très dur. Toute cette affaire était très dure, les informations étaient lourdes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, je trouve ça gerbant. J'espère que vous mangez pas pendant cette vidéo. Si tu es arrivé jusqu'ici, mets Tammy, Leslie et Kristen, car la vie leur a été arrachée de manière atroce. Et je suis contente d'avoir eu plus d'informations sur les victimes dans ce cas, car en général, dans les affaires criminelles, comme vous le savez, il y a davantage d'informations reliées aux meurtriers. Dis-moi encore si les vidéos sur les tueurs en série ou les couples de tueurs en série t'intéressent et si tu aimerais que j'en fasse plus. J'ai aimé chercher des informations sur ce sujet, même si cette affaire, comme je l'ai dit plus haut, m'a retourné l'estomac. Sinon, portez-vous bien, c'est vrai que l'année 2023 passe à une vitesse folle, je sais pas ce que vous en pensez, mais on est déjà au mois de juillet, presque au mois d'août. Faites attention à vous et à vos proches, ne parlez pas aux inconnus, ne vous laissez pas entraîner, passez du temps avec vos proches, abonnez-vous, c'est bon pour la santé. And remember, you rock.